Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler index glycémique et plus particulièrement comment est-ce qu'on fait diminuer l'index glycémique dans ces plats. Avant de commencer la vidéo, peut-être un petit point rapide, une petite parenthèse rapide. Je pense que vous avez remarqué, ou peut-être pas, j'ai changé le jour pour les vidéos tout simplement parce que le mercredi c'est plus difficile pour moi de trouver du temps dans la semaine pour imaginer, écrire, filmer, monter la vidéo. Donc du coup, j'ai bougé ça au dimanche pour avoir plus de temps dans la semaine. C'est juste une question d'organisation, mais il y a toujours une vidéo par semaine. Elle a simplement été décalée du mercredi au dimanche. Alors, avant de parler de comment est-ce qu'on diminue l'index glycémique dans ces plats, on va peut-être faire un petit point de définition sur qu'est-ce que l'index glycémique. Je pourrais utiliser IG pour index glycémique parce que index glycémique, assez compliqué à dire. Donc voilà, IG quoi. Donc l'index glycémique, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité qu'a un sucre à faire augmenter la glycémie. En d'autres termes, ce que ça veut dire, c'est que tous les aliments n'ont pas la même capacité à faire augmenter notre taux de sucre dans le sang. Et c'est ça que calcule l'index glycémique. Il est calculé sur une base de 100. Donc 100, le maximum étant le glucose. Donc on place les aliments sur cette échelle de 0 à 100, bien que je crois qu'il n'y ait aucun aliment qui soit 0. Bref, le maximum est 100. Alors la différence entre un aliment qui a un IG élevé et un aliment qui a un IG bas, c'est qu'un index glycémique élevé, la hausse de la glycémie va être très rapide après avoir ingéré l'aliment, très rapide et très haute, et ensuite il va y avoir une chute tout aussi rapide, et donc du coup ça va créer comme une espèce de courbe qui va faire un yo-yo, parce qu'ensuite ça va remonter, etc. Une fois qu'on est en hyperglycémie, la raison de cette chute, c'est l'insuline, c'est une hormone que produit votre corps, justement pour ramener la glycémie, en tout cas ramener une hyperglycémie à un taux normal. C'est super, on la remercie. Mais elle a d'autres rôles, en tout cas elle a d'autres actions, l'insuline. Ce qu'elle va aussi faire, c'est qu'elle va favoriser et encourager le stockage de graisse. Donc c'est plutôt quelque chose que l'on veut éviter. De manière générale, tout ce qui est yo-yo, c'est jamais très bon pour votre organisme. On préfère un IG bas parce que lui, il va permettre d'apporter de l'énergie, donc du sucre, bien plus durable dans le temps. Il ne va pas y avoir de grosses montées, ça va être beaucoup plus bas, mais pendant bien plus longtemps. Donc c'est quelque chose que l'on préfère en général. Non pas qu'il ne faut absolument pas manger d'aliments qui ont un index glycémique élevé, seulement on va l'associer avec d'autres aliments pour continuer à avoir de l'énergie et éviter ce coup de barre après un aliment avec un IG très haut. Coup de barre qui est juste traduit par la grosse chute que l'on a après. Je ne sais pas si tout ça est très clair, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux schémas complètement différents. Donc une avec une grosse montée d'énergie et de glycémie rapide, suivie d'une grosse chute, et une petite augmentation de l'autre côté qui, elle, va durer pendant très longtemps, beaucoup plus longtemps. Alors, pour les facteurs qui vont influencer cet indice glycémique dans les aliments, il y a tout d'abord la présence de d'autres nutriments, tout simplement. Si dans votre aliment, il y a aussi des protéines et des lipides, l'ensemble va être bien plus équilibré, ce qui fait que l'index glycémique va être plus faible. Autre chose, c'est la présence de fibres. La présence de fibres, elle limite l'absorption des sucres par votre organisme, ce qui fait que votre corps va mettre bien plus longtemps à assimiler tous les sucres. Et donc du coup, on ne va pas avoir d'augmentation très rapide, mais du coup, plutôt quelque chose qui est comme un index glycémique bas. À l'inverse, dans ce qui va faire augmenter l'index glycémique d'un aliment, c'est tous les procédés de fabrication qui vont dénaturer en fait l'aliment brut. Par exemple, si vous mangez une pomme entière, nature, une pomme quoi, vous allez avoir tous les fibres qui sont contenues dans la pomme naturellement, et donc l'index glycémique sera bien plus modéré qu'un jus de fruits par exemple, où là on a enlevé absolument tous les fibres, et donc du coup il nous reste que le sucre directement assimilable. Donc de manière générale, tous les aliments qui ont subi beaucoup de procédés de fabrication, de transformation, ont un index glycémique bien plus élevé que le même aliment brut. Autre raison d'éviter tout ce qui est produit transformé. On peut aussi entendre parler de la charge glycémique, petite parenthèse rapide. La charge glycémique est quelque chose qui est moins utilisé.
Je ne sais pas pourquoi. Si vous savez pourquoi, vous pouvez m'aider, me dire ça en commentaire, ce que vous en pensez. C'est bien moins utilisé et pourtant c'est bien plus proche de la réalité parce que la charge glycémique est un calcul qui comprend l'index glycémique mais aussi la quantité d'aliments que l'on va consommer. Par exemple, si vous comparez une assiette de riz, on va dire du riz classique, bref, une assiette de riz et un carré de sucre que vous allez mettre dans votre café par exemple, l'index glycémique ne va absolument pas prendre en compte le fait que un carré de sucre c'est 5 grammes, donc vous en consommez 5 grammes, et une assiette de riz c'est peut-être 100-150 grammes. Donc ça c'est quelque chose qui est compté dans la charge glycémique, mais qui n'est pas compté dans l'index glycémique. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de la partie théorique qui peut être un petit peu longue, mais nécessaire pour comprendre la suite. Donc du coup, on va pouvoir passer à qu'est-ce qu'on fait dans notre cuisine avec nos aliments, nos ingrédients pour baisser l'index glycémique de nos préparations. Alors, avant de passer à la suite, en relisant mes notes que j'ai prises pour la suite de la vidéo, je me rends compte que j'ai oublié une partie dans la première partie de vidéo. J'ai oublié un petit détail qui est que toutes les différentes formes de sucre n'ont pas le même pouvoir sucrant, n'ont pas le même index glycémique, tout simplement. Le glucose, donc on a dit, c'était la référence pour le maximum, donc c'est 100. Mais tout ce qui est fructose, saccharose, etc. ont un IG plus faible. Donc c'est quelque chose qui va être utilisé dans les techniques dont on va parler par la suite. Donc la première chose que j'ai notée que l'on peut faire concerne les fibres. Donc on a dit que les fibres permettaient d'absorber le sucre beaucoup plus lentement et donc à faire baisser l'index glycémique. Donc c'est quelque chose que l'on va chercher à augmenter la quantité de fibres pour baisser l'index glycémique. Donc plus de fibres, moins d'index glycémique. Donc la première chose, la plus simple à faire, c'est tout simplement de remplacer la farine blanche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en pâtisserie, il y a plusieurs types de farine qui sont notés comme T45, T55, T80, T180, bref. C'est tout simplement une échelle, donc qui va de T45 à T180 le maximum, donc ça va de 45 à 180. Je fais dans le général, il y a un détail, il y a une raison pourquoi 45, 180, bref, on s'en fout, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que la T45 est la plus blanche, la plus fine, donc celle auquel on a enlevé le plus de fibres, de nutriments, il reste quasiment rien du grain de blé à la base, alors que la T180 est la plus complète, c'est la farine la plus complète, donc on a encore le germe de blé, on a encore l'enveloppe de blé, et donc c'est dans ce germe, cette enveloppe du blé, qu'il y a des nutriments comme des micronutriments supplémentaires, des minéraux, des vitamines, etc. Et il y a aussi plus de fibres. Donc plus on se rapproche de cette farine T180 la plus complète, mieux c'est. Alors la T45 a des utilisations. Si vous parlez à un pâtissier, un chef pâtissier, la T45 a évidemment des tas de qualités. C'est beaucoup plus fin pour tout ce qui est sauce, béchamel, etc. Il faut quelque chose de fin. Mais dans un gâteau, c'est pas nécessaire d'avoir une farine aussi fine. Vous pouvez tout simplement utiliser une farine complète. Il n'y aura aucun souci pour ça. Donc pour tout ce qui est gâteau, toute la pâtisserie que vous faites au quotidien, vous pouvez prendre une farine complète. Donc ça, pour l'indice glycémique, c'est bon. Et donc du coup, la deuxième chose que l'on peut faire, c'est tout simplement remplacer le glucose. Donc le sucre blanc, donc le plus raffiné, encore une fois, 100%, indice glycémique 100. Le sucre de canne, vous savez, le sucre brun est un petit peu plus faible et il est à 70. Donc déjà, on diminue un petit peu. J'en ai noté plusieurs autres. Alors, vous pouvez remplacer par du sirop d'érable, tout simplement parce que ce n'est pas du glucose, donc l'indice glycémique va être plus bas. Selon les sources, j'ai trouvé quelque chose comme environ 54 pour le sirop d'érable, tout simplement parce que c'est du fructose. Et il a aussi un pouvoir sucrant plus élevé. Le pouvoir sucrant, c'est-à-dire le goût sucré que vous allez avoir. Donc pour la même quantité, le goût sucré va être plus important, ce qui fait que dans toutes les préparations, vous allez avoir besoin d'en mettre moins en quantité. Et donc non seulement on va faire baisser l'indice glycémique, parce que c'est pas du glucose, mais on va aussi faire baisser la charge glycémique. Donc c'est ça qui est le plus important, on fait baisser la charge glycémique parce que on a besoin d'en mettre moins pour avoir le même goût sucré. Alors celui-là, je ne savais pas trop si j'allais vous le mettre dans la vidéo, c'est le sirop d'agave.
Alors, je vais vous lire ce que j'ai trouvé. La tranche pour l'index glycémique serait entre 15 et 90. C'est pas une tranche là, c'est... Bref. Donc selon le procédé de fabrication qui a permis d'obtenir ce sirop d'agave, on peut être entre 15 ou 90 avec une tranche moyenne autour de 30 à 55, entre 30 et 55 visiblement, ce qui reste plus bas que 70, on est d'accord. Donc une chose est sûre, c'est que là encore ce n'est pas du glucose, c'est du fructose, ce qui est une bonne chose. Et le sirop d'agave contient aussi de l'inuline. On va en reparler plus tard, je fais un petit point un petit peu plus précis sur l'inuline après. J'ai gardé mon numéro 1 pour la fin, le top du top selon moi si vous voulez remplacer votre sucre classique, c'est le sucre de fleur de coco. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà l'index glycémique est de 40, donc ce qui est plutôt modéré, c'est pas élevé, c'est pas bas non plus, ça reste du sucre, mais c'est plutôt modéré, 40 pour du sucre, vraiment, c'est très bien. La deuxième chose, c'est là aussi le pouvoir sucrant, le goût sucré est très très fort, c'est très sucré, donc de la même façon que pour le sirop d'érable par exemple, vous avez besoin d'en mettre beaucoup moins et donc on fait diminuer la charge glycémique. Donc le sucre principal ici c'est du saccharose, le saccharose c'est simplement une association entre glucose et fructose, donc vous avez du glucose mais vous avez aussi autant de fructose. Donc c'est ça qui explique l'indice glycémique plus bas. La deuxième chose qu'il explique, c'est là encore l'inuline. Alors l'inuline, c'est une fibre alimentaire, donc on a dit tout à l'heure que les fibres permettaient de diminuer l'index glycémique des préparations. Il paraîtrait aussi que l'inuline en elle-même a un goût sucré. Alors je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, c'est juste quelque chose que j'ai lu, j'ai jamais goûté d'inuline toute seule comme ça. Mais bref, ce qui est sûr, c'est que c'est une fibre et donc ça explique l'index glycémique plus bas. C'est aussi un prébiotique, c'est-à-dire que ça va stimuler votre microbiote, votre système immunitaire aussi. Donc c'est quelque chose que l'on apprécie, hein. On prend les probiotiques où on peut. Donc en gros, index glycémique plus bas, pouvoir sucrant plus élevé, ce qui fait qu'on en met moins. Donc charge glycémique aussi plus basse. Inuline, donc les fibres. On prend soin de son microbiote. Bref, tout est positif ici. Point bonus, c'est le sucre qui a été comme reconnu le plus éco-responsable, le plus durable par l'ONU, tout simplement parce que c'est un procédé de fabrication qui fait que on n'a pas besoin de raser les cocotiers pour avoir du sucre de fleur de coco, ce qui fait que l'on peut en avoir sans détruire des arbres, ce qui est plutôt bon. Le prix est plus élevé que du sucre de canne, on est d'accord, mais là encore, vous en mettez moins, ce qui fait que vous achetez du sucre de fleur de coco qui est certes plus cher, jusque là on est d'accord, mais on en utilise moins. Donc sur la longueur, ça peut s'équilibrer, c'est un point qu'il faut préciser. Donc oui, c'est plus cher, mais ça dure plus longtemps. À vous de faire votre choix. Alors, non seulement dans la recette que vous allez voir, j'utilise du sucre de fleur de coco, dont on a parlé tout à l'heure. J'ai aussi remplacé le beurre, une technique, vous allez voir, pépite, c'est trop bon. Bref, ça n'a pas pour but de faire diminuer l'index glycémique, ça a juste pour but de remplacer le beurre. Si vous vous en foutez d'utiliser du beurre, mettez du beurre. Mais cette technique est quand même vraiment très très bonne technique. Vous allez voir, vraiment tester, un délice. Donc pour remplacer le beurre, il y a plusieurs solutions. La première, donc ça ne va pas changer la quantité de lipides, ça va simplement changer la qualité des lipides. Donc la première chose que l'on peut faire, c'est remplacer le beurre par des purées de oléagineux comme de la purée d'amandes, de la purée de cacahuètes, tout ça parce que vous avez des acides gras essentiels. Donc ces acides gras essentiels, c'est les acides gras insaturés, vous savez, ceux qu'on dit comme être le bon gras, entre guillemets. La deuxième, c'est de remplacer par des fruits ou même des légumes, c'est ce que vous allez voir là. Donc par exemple, vous pouvez remplacer 100 g de beurre par 100 g de compote de pommes, 100 g de bananes écrasées. Tous ces trucs-là qui ont une texture un petit peu onctueuse, vous pouvez l'utiliser. Et donc là, ce que je vais utiliser moi, c'est tout simplement de la butternut. Alors, ça paraît un peu fou de faire un gâteau au chocolat avec des légumes, mais la texture du butternut cuit et écrasé en purée et a une texture tellement onctueuse que vraiment la texture de ce gâteau, vous allez voir après, c'est une merveille. Et ça n'a absolument pas de goût.
J'ai oublié de le préciser tout à l'heure aussi, mais le sucre de fleur de coco n'a pas le goût de noix de coco si jamais vous n'aimez pas ça. Le sucre de fleur de coco a plus un goût un peu quelque chose comme du caramel. Enfin, pas de goût de noix de coco, pas de goût de butternut non plus. Par contre, le chocolat bien intense, du chocolat noir évidemment. Et donc voilà, j'arrête avec mon blabla et je vous laisse avec la suite de la vidéo. On se retrouve pour mon moment préféré, manger. Vous entendrez peut-être la machine à laver en fond, mais je pouvais pas attendre. Ok. La texture, déjà, quand on le coupe, c'est quelque chose. Oh. Mm. Mm. Wow. La texture, c'est fondant et en même temps, c'est pas lourd, mais c'est hyper... Ah, je sais pas le décrire, c'est fou. C'est vraiment hyper bon. Mm. Je dois en avoir partout. Ça a vraiment bien goût au chocolat. C'est un petit peu sucré, mais vraiment pas trop. On sent pas un goût de sucre énorme, quoi. Donc c'est vraiment super chocolaté. À aucun moment on imagine qu'il y a une courge là-dedans. C'est trop bon. Vraiment, faut que vous essayiez. J'ai jamais réussi un gâteau au chocolat comme ça. La texture, j'ai jamais réussi à avoir une texture pareille. Il y a moyen que tous mes gâteaux au chocolat, je les fasse comme ça. Mais ultra validé. Et donc voilà pour la petite vidéo. J'ai pas le même habit tout simplement parce que j'ai filmé le gâteau hier. J'en ai encore mangé aujourd'hui. Je l'ai laissé dans son moule avec du film, avec du papier aluminium dessus. Il n'a absolument pas séché, il a gardé sa texture. Donc pour la conservation, vous pouvez le garder plusieurs jours, il n'y a pas de souci. À condition de résister, de ne pas le manger en 2 jours, ça c'est moins sûr. Donc voilà pour cette petite vidéo de cette semaine. On se retrouve du coup dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et puis bonne semaine. Bye. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. La première fois, je parlais devant un appareil qui n'enregistrait pas. C'est reparti. Ça va être dur. Index glycémique.